Nous posons beaucoup de questions à propos de la Révolution française aux étés et depuis longtemps. En particulier, une des questions que certainement Stéphane Courtois a dû traiter, je suppose, est-ce qu'il y a un bloc entre la Révolution française et la Révolution d'octobre? C'est une question absolument essentielle. Est-ce qu'il y a une seule révolution? Est-ce qu'il y a une essence de la révolution? C'est une question que nous posons tous. Vous souhaitez que j'y réponde? Merci. D'abord, je voudrais vous demander de m'excuser de mon retard, qui a mis en retard le début de la réunion, et je crois qu'il faudrait, avant un livre noir des mai 68, penser à un livre noir des transports en commun parisiens. Ce serait utile. Bien. Alors, je remercie évidemment le Restaurant de m'avoir invité. Pourquoi moi, au milieu de 37 auteurs? Oui, il s'en expliquera. Enfin, bon, je suis effectivement content d'être là parce que, effectivement, je crois qu'il y a, sinon une filiation, du moins un lien sans doute assez fort entre le livre noir du communisme qui a été publié depuis 10 ans, en novembre 1997, et ce livre noir de la Révolution française. Et on va vous dire pourquoi la polémique énorme qui s'est fait au moment du livre noir du communisme, sûrement, hein, et où finalement le fond du problème, une fois que j'ai décanté toutes les etc. Bon, ça, mon cher, chacun son tour. Il ne fallait pas, comme toujours, il fallait pas mettre le frère en sur le futur. Bon. Mais une fois décanté tout ça, la violence de l'attaque venait en fait, non pas tant de ce que nous avions traité du communisme, stalinisme, léninisme, etc., mais ce qui nous a été reproché explicitement par un certain nombre de gens, c'est d'avoir voulu assassiner l'idée de révolution à travers ce livre noir du communisme. Ce qui était quand même un peu stupéfiant, puisque nous ne parlions que du communisme à partir de 1917, et encore dans les pays où ce type de régime avait été au pouvoir. Donc, c'est bien la preuve qu'il y avait quelque chose derrière qui se cachait, qui était beaucoup plus profond, hein, et qui était en fait l'idée de révolution, ce qui dans notre pays prend des proportions gigantesques. Pour une raison. Et c'est d'ailleurs en France qu'il y a eu la polémique la plus violente sur le livre noir du communisme. Ce livre a quand même été publié aujourd'hui dans 33 traductions, diffusé à plus d'1 million d'exemplaires. Et je l'ai suivi partout, dans toute l'Europe, etc. J'ai pu voir des réactions en direct. C'est quand même en France que la réaction a été de loin la plus violente. Pourquoi? Parce que la Révolution française continue de peser sur notre histoire et en particulier sur notre culture politique. La base de notre culture politique depuis 200 ans, à gauche, à l'extrême gauche comme à droite, c'est la Révolution française. Tout simplement parce qu'elle a été enseignée dans nos écoles publiques depuis un certain nombre de décennies, hein, et que finalement c'est devenu un fond commun que personne ne remet en cause. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y aura que votre livre a provoqué un léger tremblement de terre, peut-être pas un tsunami, on verra, c'est tout simplement que le fameux débat sur la Révolution qui aurait dû avoir lieu en 89, hein, c'est-à-dire lors du bicentenaire, il n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de débat. Hein, pour une raison très simple, c'est que l'un des principaux débatteurs a été mis en jeu, hein, c'était François Furet en particulier, qui posait, lui, des questions historiographiques fondamentales sur la nature de cette Révolution française, hein, qui contestait l'espèce de vulgate qui était mise au point sur la Troisième République et qui a ensuite été récupérée, relayée par toute la gauche, puis par les communistes. Il faut toujours rappeler que les communistes français, jusqu'en 1935, considéraient que la Révolution française était une révolution bourgeoise à laquelle on n'allait pas se référer. Le drapeau français devait être piétiné, on ne devait pas chanter la Marseillaise qui était un chant abominable, hein, mais voilà que le 14 juillet 1935, sur ordre de Moscou, pour la première fois, on a marié le drapeau rouge au drapeau tricolore et on a chanté simultanément, enfin, successivement mais simultanément, la Marseillaise et l'Internationale, et qu'à partir de ce jour, les communistes sont devenus, évidemment, comme chacun sait, les plus patriotes. Bon, donc il y a là, et je vois que ça suscite quelques réserves, nous pourrons en reparler dans le débat. Donc il y a là, si vous voulez, il y avait là une espèce de socle indiscutable, hein, qui avait d'ailleurs été bien établi par notre Georges Clemenceau national, qui à l'Assemblée nationale en 1891, si je me souviens bien, avait déclaré la révolution est un bloc. Donc,
révolution était un bloc, l'objectif était très clair, hein, un objectif politique, il s'agissait de créer un signal entre les gens qui adhéraient, qui penchaient du côté de cette révolution française en bloc, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de prendre la déclaration des droits de l'homme et la guillotine, et la terreur, et la Vendée, et puis ceux qui, émettant quelques réserves, étaient obligatoirement rejetés comme des ennemis du peuple, hein, et des abominables réactionnaires, etc. Or, cette déclaration de Clémenceau de 1891, elle a force de loi quasiment jusqu'à aujourd'hui. Hein. En dehors de François Furet qui un beau jour a dit bon maintenant ça suffit, la révolution n'est pas un bloc, il y a au moins deux révolutions. Il y en a une qui avait des orientations démocratiques et il y en a une autre qui avait des orientations dictatoriales. Donc il faudrait déjà peut-être pas tout mélanger. Bon. On pourrait d'ailleurs encore affiner parce que moi j'en vois plutôt trois de révolutions dans cette phase assez courte, 89-94. On a au départ ce qu'on pourrait appeler une révolution monarchiste, parce que finalement c'est quand même le roi qui convoque les États généraux. La plupart des gens qui sont aux États généraux sont des monarchistes qui, pour un certain nombre d'entre eux, souhaitent qu'il y ait une constitution, donc il y a une espèce de règles qui permettent un fonctionnement un peu normal de l'institution, à la limite sur le modèle anglais. Vous avez ensuite, assez rapidement, une révolution républicaine, bon. Puis ensuite, vous allez avoir une révolution proto-totalitaire avec le comité de salut public. Hein. Donc, mais rien que d'émettre cette idée d'une assez grande vulgarité, je dirais, provoque des tremblements de terre. Hein. François Furet était quasiment interdit de séjour aux archives de la Révolution française. Toutes les études sur la Révolution française, il faut le savoir, au niveau universitaire, sont entièrement sous contrôle d'enseignants ou de chercheurs communistes ou communisants de l'extrême gauche. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, alors évidemment, aujourd'hui, ils sont un peu en perte de vitesse. Les 1,9% de Mme Buffet de dernières élections présidentielles, évidemment, ne créent pas des rapports de force très favorables. Ça bouge un petit peu, mais néanmoins, avec la disparition de François Furet, qui devait préfacer le livre noir du communisme, et qui malheureusement est décédé quelques semaines avant de nous rendre son texte, donc on n'a pas eu ce texte, hein, il est mort très brutalement, mais il n'a pratiquement pas d'élèves. Hein. Il y a un élève assez connu qui est Patrice Bénifet, qui est littéralement ostracisé, invité dans aucun colloque sur la Révolution française, etc. Donc bon, ce processus continue, hein, et donc il pèse sur l'ensemble de la manière dont dans ce pays on aborde les questions générales de la Révolution française, du communisme, de la Révolution en général, de l'essence de la Révolution, etc. Hein, et ça continue de peser. Et donc, le fond du problème en ce qui concerne le livre noir du communisme, ça a été véritablement qu'un certain nombre de gens ont considéré que nous attaquions le principe même de la Révolution. C'est-à-dire nous remettions en cause l'idée même qu'on puisse faire une révolution, ce qui n'était évidemment pas du tout l'objet de ce livre, mais la réaction est extrêmement symptomatique. Ce qui me donne à penser que ce livre noir-ci, hein, il y avait ce livre noir-là et ce livre noir-ci, va effectivement, ça va être un énorme événement. Hein, alors vous allez prendre des coups, bon, vous n'êtes peut-être pas encore habitué, c'est pas grave, ça va vous faire le cuir, comme on dit. Moi non plus, j'avais une certaine habitude déjà, mais là, c'est vrai qu'en 97, ça avait pris de sérieuses proportions, je pense. Hein, donc, et en même temps, c'était un débat de fond et qui a parcouru toute l'Europe. Enfin, moi, avec le livre noir du communisme, j'ai pu voir que dans toute l'Europe, ces questions étaient posées publiquement, et en particulier en Europe de l'Est, ou dans les ex-pays de l'URSS, du style État balte, etc. Donc, c'est une question récurrente. Le débat n'a pas eu lieu en 1989. Il a été avorté, entre guillemets, ensuite, puisque François Furet a publié ce fameux dictionnaire critique de la Révolution française, mais qui est mort 2 ans plus tard. Et donc, enfin pas 2 ans plus tard, pardon, en 97. Et donc, alors qu'il préparait un grand livre sur Napoléon, etc., et dans une réflexion pour savoir jusqu'à quel point Napoléon était dans la continuité de cette révolution ou pas, et de quels éléments de cette révolution, etc. Et résultat, il n'y a plus de débat sur la question, donc j'espère que ce livre va relancer le débat. Alors, il y a évidemment une relation très importante entre Révolution française et Révolution bolchevique. Si on parle révolution, il y a 2 grands événements sur 200 ans, c'est la Révolution française et la Révolution bolchevique. Et d'abord pour une raison très simple, c'est que dans l'esprit de tous les révolutionnaires du 19e siècle,
qu'ils soient démocrates ou qu'ils soient carrément extrémistes, radicaux et voulant tout fiche en l'air, eh bien, la Révolution française était évidemment j'ai envie de dire, le fond de sauce intellectuel, idéologique, culturel. Ils étaient totalement imbibés de cette histoire. Alors, bien sûr, Jean Jaurès a écrit une grande histoire de la Révolution française en 8 volumes, Trotsky a écrit une histoire de la Révolution française, Kropotkin a écrit une histoire de la Révolution française, bref, tous ces gens étaient entièrement imbibés de cette histoire, ils ne connaissaient que ça, c'était le grand modèle, et ce qui est assez, d'ailleurs, même si on prend les Russes, dès les années 1840-50, les révolutionnaires russes se qualifient eux-mêmes de jacobins. Ils ne s'appellent pas encore bolcheviks, mencheviks, etc. Ils sont jacobins. Hein. Et les bolcheviks, par exemple, entre eux, se qualifient de jacobins prolétariens, parce qu'il faut quand même appliquer quelque chose. Mais donc, ça montre bien que cette phase de la Révolution française est particulièrement prégnante. Ils sont fascinés, en fait, par toute cette histoire. Hein. Et on le voit très bien dès 1903, par exemple, hein, lors de la véritable création du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, donc le Parti socialiste, au sein duquel, dès 1903, Lénine va créer cette espèce de scission intérieure entre les bolcheviks, donc les plus extrémistes, et puis les mencheviks qui sont un peu plus réformistes, un peu plus sociodémocrates, on dirait. Eh bien, c'est tout à fait clair, je dirais même c'est assez drôle, puisque Trotsky, qui a 10 ans de moins que Lénine, et qui est un adorateur de Lénine, lui, Lénine, c'est le summum, il arrive donc à ce congrès en enthousiaste partisan de Lénine, puis au bout de quelques semaines, quand il voit comment le cher Lénine magouille le congrès, il n'y a pas d'autre mot, hein, il trafique les votes, il magouille de tous les côtés, etc. Le cher Trotsky, il est effaré. Il dit, mais c'est pas possible, c'est abominable. Bon. Et alors, à quoi se réfère-t-il quand il va faire un grand rapport à ses camarades, puisqu'il représente les camarades de Sibérie, il va faire un fameux rapport de la délégation sibérienne, et dans ce rapport, eh bien, il attaque très violemment Lénine, et à qui le compare-t-il? À Robespierre. Immédiatement, l'idée qui lui vient à lui est Trotsky, un pur révolutionnaire, mais quand vraiment trop c'est trop, on compare le plus radical à qui? À Robespierre. On dit, voilà, Lénine veut instaurer le régime du comité de salut public dans le Parti socialiste, c'est intolérable, etc. Donc, vous le voyez, même dans les querelles internes des révolutionnaires russes, la Révolution française reste un élément fondamental de réflexion antipolitique. Quand la Révolution va éclater en Russie en 1917, dans des conditions, alors là il faut bien dire tout à fait imprévues. Il faut tout de même rappeler qu'en janvier 1917, Lénine, qui était en exil, avait dans une réunion publique déclaré « Nous, les vieux, nous ne verrons sans doute jamais la Révolution ». Il était en janvier. La Révolution a éclaté début mars. Donc vous le voyez, on ne peut pas non plus dire que cet homme ait eu des visions particulièrement lucides de ce qui pouvait se passer. Mais le problème, c'est qu'une fois que la Révolution a éclaté en Russie, évidemment, les choses se sont passées autrement. Là, Lénine a montré son génie révolutionnaire quand la situation était révolutionnaire. Bon, donc, quand cette révolution éclate de manière tout à fait inattendue, hein, pour des raisons X, Y, et en particulier, il faut bien le dire, en raison de la faiblesse du tsar Nicolas II, qui est à la tête de ce pays et qui en même temps n'a pas vraiment envie de régner. Son rêve, ce serait d'être bien tranquillement à la campagne, à chasser, à pêcher et à jouer au croquet. Bon, donc, évidemment, il est un peu dépassé par la situation, une guerre très difficile, des tas de problèmes. Bon. Donc, le régime s'effondre et immédiatement, les révolutionnaires ne sont pas là, ils sont en exil à l'étranger, ils sont en exil intérieur, etc. Ils sont mobilisés, etc. Et donc, spontanément, quel est le chant de la révolution de mars 1917? La Marseillaise. C'est la Marseillaise qui est le grand chant révolutionnaire durant toute l'année 17, pratiquement, jusqu'à ce que les bolcheviks finalement imposent l'international. Encore un chant français, bon, les passons là, décidément, on est assez mêlés à toutes ces histoires, hein, mais c'est quand même assez symptomatique de voir que, y compris au niveau de la masse, pas seulement des militants, des activistes, au niveau de la masse, c'est la Marseillaise qui est le grand chant révolutionnaire de l'année 17. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment le processus révolutionnaire de toute l'année 17 est un exact décalque du processus révolutionnaire français.
Simplement, c'est en accéléré. Hein, en France, vous avez eu entre 89 et 94, 1789-1794, un processus qui donc passe d'une tentative de réforme monarchiste constitutionnelle à une dérive républicaine, puis à une dérive dictatoriale, que personnellement je qualifie de proto-totalitaire. Mais ça s'étale quand même sur 5 ans. Tandis que là, on va avoir le même processus sur pratiquement 5 mois. Hein, donc c'est une accélération formidable. On commence donc par un effondrement du régime. Finalement, personne de la famille impériale ne veut remplacer le tsar. Néanmoins, le président du premier gouvernement provisoire, le prince Lvov, est un monarchiste constitutionnaliste tout à fait classique, j'ai envie de dire. 3 mois plus tard, à l'été, ce sera Kerensky, le fameux Kerensky, qui va devenir à son tour le président du deuxième gouvernement provisoire. Lui, c'est un républicain, il va proclamer la République. Et puis, le 7 novembre, eh bien, le pouvoir va être pris par Lénine et les bolcheviks. Et là, on va passer à un stade évidemment beaucoup plus radical, qui est tout à fait le stade d'un comité de salut public, mais d'un comité de salut public qui aurait réussi. Parce qu'il faut quand même rappeler que en France, il y a quand même eu un œuf termineur, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une assemblée, une convention, quelques qualificatifs qu'on puisse porter sur cette assemblée, qui était très peu représentative, très peu démocratique, etc., mais qui néanmoins, un beau jour, a dit on a ras-le-bol du dictateur, et hop, on fait tomber Robespierre, Saint-Just, etc., et on les expédie à la guillotine à leur tour, et bon, ensuite on passe dans une autre histoire, le consulat, l'Empire, etc. Mais en tout cas, la phase la plus terroriste est arrêtée par l'Assemblée elle-même, tandis qu'en Russie, il va y avoir là aussi une Assemblée constituante, puisque comme en France, tout le monde voulait une Assemblée constituante, y compris les bolcheviks au départ, mais quand les bolcheviks et Lénine se sont aperçus que dans cette Assemblée constituante, ils n'auraient pas la majorité, évidemment, on s'est empressé de détruire cette Assemblée constituante. Il faut quand même rappeler que l'Assemblée constituante qui a été élue autour du 25 novembre 1917, donc après la prise de pouvoir par les bolcheviks, s'est réunie le 18 janvier 1918, et elle s'est réunie donc environ 7 ou 8 heures. Hein. Ça a été le premier vote démocratique qu'il y a eu en Russie, le premier et le dernier, jusqu'à la chute du système communiste en 91. C'est assez impressionnant. Hein. Et là, les choses ont tourné autrement. C'est-à-dire que Lénine n'avait nullement l'intention de suivre le sort de Robespierre. Donc c'est lui qui a liquidé l'Assemblée constituante et qui s'est emparé définitivement du pouvoir. Hein. Donc, et là, on a commencé à voir, dans le très intéressant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais durant tous ces 5 ou 6 mois, entre mars et novembre, on a vraiment un décalque de tous les mouvements qui se sont produits, en particulier à Paris, pendant toute la Révolution française, hein, avec les Girondins, les Jacobins, les Indulgents, les Enragés, la Commune de Paris, etc. On a les mêmes processus de double pouvoir, de triple pouvoir, avec le pouvoir légitime, entre guillemets, qui est celui de la Convention de l'Assemblée, ou bien en Russie, celui du gouvernement provisoire, et puis un pouvoir parallèle qui est le Soviet, ou qui était pendant la Révolution française la Commune de Paris, à Paris, et puis un troisième pouvoir parallèle qui est celui des activistes, hein, le club des Jacobins, les bolcheviks. Donc on a vraiment un décalque extrêmement intéressant, une analogie vraiment très intéressante, hein, mais ça va évidemment aller, on a évidemment le même processus qu'on a à la Révolution française, qui est très important, parce que là on vient à votre question, qu'est-ce que c'est que l'essence de la Révolution? En politique, le problème principal, c'est celui de la légitimité. C'est-à-dire, pourquoi certains commandent et pourquoi d'autres acceptent d'obéir. Bon, hein, c'est la base. Bon, jusqu'en 89, on avait un système monarchique aristocratique qui était fondé sur l'hérédité, sur le sang, sur la noblesse, etc. Bon, les droits États, etc. On met en place un régime démocratique qui commence à s'instaurer, qui repose sur un tout autre système, qui est le système électoral, un homme, un vote, et puis le système représentatif. C'est un autre système, mais au moins il correspond à des critères précis. Mais la légitimité révolutionnaire, elle ne repose sur aucun critère. Hein. Elle repose sur un critère qui est celui de la surenchère permanente.
vous êtes toujours le réactionnaire de quelqu'un, et vous vous proclamez toujours le plus révolutionnaire qu'un autre. Et ça, on l'a toujours vu. On l'a vu donc pendant la Révolution française, on l'a vu pendant toute l'année 17 en Russie, hein, avec en particulier le fameux Lénine, qui lui, d'emblée, s'est mis sur la position la plus extrémiste et s'y est tenu, et dès que quelqu'un approchait sur sa gauche, il allait encore plus à gauche, hein, sur le thème. Non, c'est moi qui tiens la position de la légitimité révolutionnaire. On l'a vu en 68. Je retiens cette idée d'un livre noir de mai 68, ça me rappellera des souvenirs, je ne dirais pas s'ils étaient bons ou mauvais, surtout rue Gay-Lussac, le souvenir d'une deux chevaux verte qui a failli passer un mauvais quart d'heure, il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Passons, bon. Mais on l'a vu en 68, c'est-à-dire que ce phénomène de surenchère, qui ne repose sur aucun critère précis, hein, ni un critère aristocratique, monarchique évidemment, mais pas non plus un critère démocratique. Il n'y a jamais eu de démocratie dans ces moments-là. Hein, on parle d'assemblée générale, etc. Bon, ça vaut aussi bien que moi comment on fait fermer une université avec 15 personnes, etc. Bon, donc voilà, hein, on a ces trois éléments qui se retrouvent, et là on les retrouve complètement dans la révolution bolchevique, hein, en particulier la fameuse pseudo-légitimité révolutionnaire, qui en fait n'en est pas une, puisqu'elle ne repose sur aucun critère précis et repérable. Hein. Alors, on va retrouver évidemment beaucoup d'analogies entre ces deux révolutions. Je voudrais juste en signaler quelques-unes. Par exemple, sur la guillotine, c'est intéressant. La guillotine est un excellent révélateur, si je puis dire. Je voudrais citer ce que Jean Jaurès, qui n'était pourtant pas un dangereux anarchiste, qui était un démocrate et un homme qui s'appelait ce qu'il écrivait dans son histoire de la Révolution française sur la guillotine. Parce que qu'un homme aussi pacifique et pacifiste, entre guillemets, puisse écrire ce que je vais vous lire, c'est assez révélateur du poids de cette Révolution française sur notre culture politique. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il écrit. Quand un grand pays révolutionnaire lutte à la fois contre les factions intérieures armées contre le monde, quand la moindre hésitation ou la moindre faute peuvent compromettre pour des siècles peut-être le destin de l'ordre nouveau, ceux qui dirigent cette entreprise immense n'ont pas le temps de rallier les dissidents, de convaincre leurs adversaires. Ils ne peuvent faire une large place à l'esprit de dispute ou à l'esprit de combinaison. Il faut qu'ils combattent. Il faut qu'ils agissent. Et pour garder intacte toute leur force d'action, pour ne pas la disperser, ils demandent à la mort de faire autour d'eux l'unanimité immédiate dont ils ont besoin. Très bien décrit. La révolution n'était plus à ce moment, on parle évidemment du moment de la terreur, la révolution n'était plus à ce moment qu'un canon monstrueux, et il fallait que ce canon fût manœuvré sur son affût avec sûreté, avec rapidité et décision. Les servants n'avaient pas le droit de se quereller, la mort rétablit l'ordre et permet de continuer la manœuvre. C'est quand même assez stupéfiant. Bon, c'est une extraordinaire justification de la terreur la plus absolue. Alors, face à ça, qui est quand même le discours d'un socialiste démocratique, etc., contemporain de Lénine, hein, ils sont tout à fait contemporains. Alors moi je ne sais pas si Lénine avait lu ce passage sur la guillotine, mais voilà ce que Lénine lui pensait de la guillotine. Je vous le lis, hein, dès avant la prise de pouvoir. C'est un texte de septembre 1917, qui est extrêmement intéressant, et voilà ce que nous écrit Lénine. La guillotine n'était qu'un épouvantail, n'était qu'un souligné. La guillotine n'était qu'un épouvantail qui brisait la résistance active soulignée. Cela ne nous suffit pas. Nous devons briser leur résistance passive. Nous ne devons pas seulement briser toute résistance, quelle qu'elle soit. Nous devons encore obliger les gens à travailler dans le cadre de la nouvelle organisation de l'État. Donc, là, ça va déjà beaucoup plus loin. On a déjà, très clairement, la dimension totalitaire qui est posée. Hein, chez Jaurès, c'est en gros, c'est ben oui, il y a eu un moment de dictature, il y a eu un moment de terreur, parce qu'il fallait continuer la manœuvre, mais bon, l'objectif était tout de même d'essayer d'arriver à une république démocratique, socialiste, etc. Chez Lénine, c'est plus ça. C'est, voilà, nous devons obliger les gens, tous les gens, à travailler dans la nouvelle organisation, dans le cadre de la nouvelle organisation de l'État qui est dans notre tête, que nous allons imposer, hein, et évidemment, on connaît la suite. C'est-à-dire que très rapidement, là on est en 77, dès le mois de décembre
le cher Lénine fait la fameuse Tchéka, c'est-à-dire la police politique, qui va être le grand modèle de fonctionnement de tous les régimes communistes. Et puis à partir de là, bon, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les discriminations, prises d'otages, assassinats, fusillades, extermination de catégories entières de population, etc., etc. Alors, une chose aussi fort intéressante, l'un des premiers réflexes de Lénine après le 7 novembre 1917. Il cherche, évidemment, il est angoissé, il vient de s'emparer du pouvoir par un coup extraordinaire, et il n'a pas du tout envie de le perdre. Donc il réfléchit qui pourrait bien vouloir me le prendre. Et évidemment, il vise les Cosaques. Les Cosaques du Don, qui sont à peu près à 1500 km de Petrograd, donc vous imaginez, hein, surtout, bon, il n'y avait pas de TGV, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas etc. Bon, hein, alors les Cosaques du Don, et immédiatement, il lui vient une pensée, la Vendée. Les Cosaques du Don, c'est la Vendée. Donc, ils doivent être traités de la même manière, et on va avoir le premier grand ordre d'extermination de masse donné par Lénine et le bureau politique en 1919, qui va être un ordre, secret bien entendu, d'extermination totale et physique de ce qu'il appelle les riches Cosaques. Oui, ça va quand même faire à peu près 500 000 personnes, hommes, femmes et enfants, qu'on va liquider, hein, parce qu'ils sont Cosaques. Donc, vous le voyez, cette association entre la Vendée, qui a été effectivement une tentative de génocide, le Vendéen étant une race assez solide, il y en a encore quelques-uns. Bon, et puis l'idée de Lénine que, eh bien voilà, notre premier ennemi c'est la Vendée, donc c'est les Cosaques, c'est assez intéressant. Deuxième analogie très intéressante, là aussi, dans la lignée immédiate de la Révolution française, l'assassinat de la famille impériale. Hein, exactement comme la mort du roi, sauf que la mort du roi intervient à la suite d'un procès, etc. Il y a tout un débat. On peut discuter de la nature, de la qualité de ce débat, etc. Peu importe. C'est un acte public. Tandis que l'assassinat de la famille impériale, c'est un acte complètement secret, clandestin. Lénine n'a même pas prévenu les membres du bureau politique, parce qu'il sait que ça risque de provoquer une réaction. Et d'ailleurs, Trotsky, qui n'était pas au courant, apprend par la presse, il ouvre la Pravda, il apprend que la famille impériale a été assassinée, il se pointe au bureau politique, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Lénine dit oui, ils ont été assassinés, bon, il s'étend pas sur eux. Trotsky, il dit c'est un peu dommage, on aurait dû faire un grand procès. Donc vous le voyez, Trotsky, lui, à nouveau, se situe complètement dans la lignée Révolution française. Lénine, il est déjà passé à autre chose. On ne va pas s'embarrasser avec ces choses-là. Hein. On liquide, on massacre, hein, et ça ira bien comme ça. Il y a évidemment un autre élément très important d'analogie qui est l'attaque contre l'Église. Hein. Bon, sous la Révolution française, je ne reviens pas. Bon, la question du clergé a été un des éléments de clivage principaux sous la Révolution française et de déclenchement de la civile. Or, ça va être exactement la même chose en Russie, puisque en 1922, hein, dans une fameuse note du 19 mars 1922, Lénine va donner ordre au bureau politique d'exterminer l'Église orthodoxe. Et il fait une note extrêmement violente, dont vous trouverez des espaces importants dans le mouvement du communisme. Mais s'il fait cette note aussi violente, c'est parce qu'il rencontre une opposition au sein du bureau politique. C'est-à-dire qu'il a déjà donné cet ordre quelques semaines avant, et il voit que ça n'avance pas. Et donc, il est malade, mais il envoie une note extraordinairement violente, hein, où il dit c'est en pleine famine. Hein, il y a des millions de gens qui sont en train de mourir de faim. Il y a des cas d'anthropophagie de partout. Et il l'écrit. Il dit il faut profiter du moment où les gens meurent de faim et se mangent entre eux pour détruire l'Église orthodoxe, parce que les gens qui les soutiennent, la paysannerie, est trop affaiblie en ce moment pour défendre l'Église, donc profitons-en. Hein. Donc vous le voyez, on est passé à une espèce de stade supérieur, hein, je pourrais comme ça multiplier les exemples. Alors il y a quand même une grosse différence, je crois qu'il faut souligner, entre Révolution française et Révolution bolchevique, une différence fondamentale qui est je dirais, une différence d'époque. La grande nouveauté du bolchevisme, puis du communisme en général, et d'autres phénomènes qui vont apparaître en réaction au bolchevisme, c'est l'émergence du phénomène totalitaire. Or, ce qui caractérise le phénomène totalitaire au niveau de la révolution bolchevique, c'est deux choses qui n'existent pas dans la révolution française. C'est d'abord une idéologie carrément du doctrinal, une orthodoxie doctrinale que Lénine a mise au point depuis 1902-1903, hein, et qui est extrêmement
stricte, sévère, qui commande l'action, alors que sous la Révolution française, l'idéologie, elle est très floue. Hein. Même Robespierre, avec son histoire d'être suprême, ça mord pas tellement, hein, c'est pas terrible. Bon, il ne sait plus très bien où il en est, le cher homme. Bon, alors bien sûr, on tient des discours, la volonté générale, etc. Mais tout ça est très flou. Chez Lénine, c'est pas flou, c'est très clair. Hein, c'est guerre de classe, etc. Et ça marche forcée vers le socialisme et le communisme. Donc, il y a d'abord cette dimension idéologique qui est fondamentale dans les régimes totalitaires, les mouvements et les régimes totalitaires, et qu'on ne trouve pas à la Révolution française. Et puis alors, l'autre élément fondamental, qui est aussi inventé par Lénine, c'est l'idée du parti de révolutionnaires professionnels et militarisés, hein, c'est-à-dire ce fameux parti bolchevique, qui est une invention à la sortie de son cerveau, dans son fameux livre de 1902, Que faire. Or, le Club des Jacobins, par exemple, ne ressemble en rien au parti bolchevique. C'est tout à fait autre chose. Alors c'est vrai, le Club des Jacobins, c'est des activistes, c'est un réseau, mais un réseau encore assez faible, hein, qui couvre peut-être 5000 paroisses sur les 40 000 que compte la France à l'époque. Et c'est un réseau qui finalement va se révéler impuissant, puisque Robespierre finira par être guillotiné, bon, et les Jacobins vont disparaître dans la nuit brune. Le parti bolchevique, c'est pas ça du tout. Le parti bolchevique, c'est une organisation militarisée, ultra disciplinée, hein, et où les gens ont été sélectionnés par leur dureté, par leur capacité à exterminer. Et c'est à ça que va servir la guerre civile, ça va permettre de sélectionner les gens. C'est pas par hasard qu'un Staline va émerger, hein, comme bras droit de Lénine dès 1921-22, c'est parce que c'est un homme qui ne recule pas quand il faut faire fusiller 400 ou 500 personnes, c'est pas un problème ça. Bon, on va quand même pas s'embarrasser pour des petites affaires comme ça. Hein, donc, comme disait Lénine à l'époque, hein, ce cuisinier nous préparera des plats épicés. Oui, il n'a pas eu le temps de voir le résultat des plats, mais nous on connaît la suite.